بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر، je me permets de vous présenter quelques conférences en ayant l'esprit d'aider nos diabétiques à pouvoir supporter cette période de Covid. On sait que le Covid, c'est une épidémie qui a été déclarée en une urgence sanitaire. Les personnes atteintes de diabète pourraient être plus vulnérables aux conséquences aiguës du virus. Alors, le patient diabétique est-il plus à risque de contracter le Covid? La réponse est oui. La prévalence moyenne du diabète préexistant chez les patients hospitalisés pour Covid-19 atteignait 21,2%, ce qui fait que le diabète est une des comorbidités les plus fréquentes. Le diabétique a-t-il un facteur de risque et sévère de Covid? La réponse est oui. Les épidémies de SARS et de MERS, plus largement les patients présentant des comorbidités telles que l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et l'obésité, sont à risque accru de formes sévères et fatales de pneumonie à coronavirus. Alors, le diabète est-il un facteur de risque de décès lié au Covid? La réponse peut être oui. Pourquoi? Parce que la mortalité du Covid qui a été évaluée à l'échelle internationale, elle est d'une variabilité d'une étude à l'autre, allant de 2 à 15% dans les formes sévères, jusqu'à plus de 20, voire même 50% dans les formes critiques. Maintenant, les risques liés au Covid sont-ils identiques pour tous les patients diabétiques? Ça veut dire, est-ce que les patients type 1 et type 2 peuvent être avoir le même pronostic La réponse, sur le plan diabétologique, les études disponibles prêchent par l'absence de données telles que le type de diabète, la durée d'évolution, le traitement et l'équilibre antérieur. Ces données permettent de définir le profil de type des patients diabétiques à risque à forme sévère et critique de Covid. Maintenant, à la question, le coronavirus peut-il provoquer le diabète? Une étude publiée par le journal The Lancet et menée par des experts médicaux suggère que un lien possible entre le Covid et l'apparition du diabète. Le compte-rendu explique qu'en Italie, des symptômes diabétiques sévères sont apparus chez les patients sans antécédents et hospitalisés à cause du Covid. Cette étude est appuyée par l'étude qui a été menée aux États-Unis et en Italie aussi, et explique que le virus pourrait endommager le pancréas, ce qui provoquerait le diabète chez un patient qui n'est pas capable de produire suffisamment d'insuline. Et l'expérience au niveau du CHU d'Oran, je sais que durant mes gardes, la plupart des malades sont hospitalisés parce qu'ils présentent une glycémie très élevée aux alentours de 5 à 6 grammes alors qu'ils n'ont aucun antécédent de diabète. Mais vu que la maladie elle est précoce, les études sont en cours et cette hypothèse ne sera confirmée qu'après un certain temps. Quelles sont les conséquences du Covid sur le diabète? Alors que le diabète apparaît un facteur de mauvais pronostic, celui-ci a également un impact négatif sur les malades diabétiques. Le premier aspect concerne le déséquilibre glycémique favorisé par l'infection. Et par conséquent, le risque des complications telles que l'acidocétose et le coma hyperosmolaire sont là, qui peuvent alourdir la pathologie du malade et en devenir sombre. Est-ce d'autant plus que le Covid peut s'accompagner de signes digestifs favorisant la déshydratation, ce qui nous emmène à conseiller nos malades à se réhydrater massivement durant cette période. Faut-il dépister le diabète chez les patients atteints de Covid? La réponse est oui. Le diabète type 2 peut rester asymptomatique durant de nombreuses années et par ailleurs souvent diagnostiqué fortuitement ou tardivement en faveur du diagnostic. L'une des complications chroniques, telles que la rétinopathie diabétique, infarctus du myocarde et un ulcère du pied diabétique, ou un autre article déjà souligné les limites de certaines données publiées relatives à l'impact du diabète et le pronostic. Il n'en reste pas moins que le diabète, en conjonction avec l'âge et d'autres comorbidités, apparaît comme un facteur de mauvais pronostic.
Donc nous plaidons dès lors d'un dépistage systématique d'un prédiabète méconnu par le dosage de la glycémie, à interpréter avec prudence en phase aiguë et l'hémoglobine glyquée à l'admission chez tout patient hospitalisé pour Covid. Ce dépistage permettra ensuite de prendre toutes les mesures adéquates pour contrôler l'équilibre glycémique en cours d'hospitalisation. Que peuvent faire les personnes atteintes de diabète et leurs proches? Alors, pour les personnes atteintes de diabète, il est important de prendre les précautions pour prévenir une contamination par le virus, dans la mesure du possible. Eh bien, les recommandations sur l'âge au grand public sont doublement importantes pour les personnes atteintes de diabète, ainsi que pour les proches. Se laver les mains minutieusement et régulièrement. Éviter de toucher son visage avant de s'être lavé et sécher les mains. Nettoyer et désinfecter les objets et surfaces touchées fréquemment. Ne jamais partager la nourriture, les lunettes, les serviettes et les outils, etc. En cas de toux ou d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir ou, le cas échéant, avec le pli de coude. Jeter les mouchoirs adéquatement après usage. Et éviter le contact avec les personnes présentant des symptômes de maladies respiratoires tels que la toux. Et réfléchir surtout réfléchir à des changements pour se protéger soi-même ainsi que ses proches, tels, par exemple, éviter les déplacements professionnels, favoriser ainsi le télétravail, éviter les grands rassemblements, tels que les mariages ou encore éviter les transports en commun. Et en cas de maladie avec une présence de symptômes grippaux, il est conseillé de rester chez soi. Merci. Et surtout maintenant, quand le vaccin antigrippal est disponible chez nous en Algérie, n'oubliez pas de vous faire vacciner et c'est gratuit. Merci de votre attention. Donc, la deuxième conférence, ce sera les complications neurovasculaires chez le diabétique. Et actuellement, dans la physiopathologie du Covid, on décrit un état d'hyperthrombose où les malades vont développer beaucoup de thrombose au dehors des autres pathologies. Et le Covid peut se manifester par des complications neurovasculaires. S'ajouter à ça une complication au diabète, donc le problème est doublement intéressant et il faut le prendre au sérieux. Et 20% des diabétiques, les diabétiques représentent 20% des AVC. Ce risque est 2 fois plus élevé chez les diabétiques, encore chez les sujets jeunes, la femme et la femme enceinte. L'AVC le plus fréquemment retrouvé, c'est les AVC ischémiques, avec une mortalité précoce qui est plus importante et des séquelles telles que la démence post-AVC, elle est importante. Il y a une relation importante entre l'hyperglycémie et l'AVC, mais elle est moins claire pour d'autres. Les autres complications cardiovasculaires telles que les troubles de rythme peuvent compliquer et être source de ces AVC. La sévérité du diabète influe sur le risque d'AVC. Oui, si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 6,8%, chaque élévation de 1% d'hémoglobine glyquée augmente le risque d'AVC fatal de 37%. Et chez les patients présentant une protéinurie supérieure à 300 mg par 24 heures. Les autres facteurs de risque d'AVC chez les diabétiques, c'est l'HCA qui est 2 fois plus retrouvé chez le diabétique et qui fait partie des complications du diabète, les dyslipidémies ou syndrome métabolique, et bien sûr le tabac et les troubles de rythme tels que la CFA. La prévention des AVC chez le diabétique, ça demande une prise en charge multifactorielle. 1. Régler le problème de la pression artérielle. 2. Lutter contre la dyslipidémie. Éviter la microalbuminurie, les hyperglycémies et mettre en route les agents antiplaquettaires. Est-ce qu'il y a donc HTA, diabète et AVC? Vous devez savoir qu'une diminution de la pression artérielle sanguine de 10 mm mercure diminue l'incidence d'AVC de 44%.
C'est-à-dire si on arrive à faire chuter la pression artérielle de 14 à 13, on va gagner 44% dans la fréquence des AVC. Voilà donc la communication des... Alors, les infections chez le diabétique, elles étaient fréquentes. Et actuellement, on est en train de vivre une pandémie internationale dont le coronavirus est à l'origine de cette pandémie. Et donc, la première infection à l'heure actuelle qui peut toucher le diabétique, c'est le coronavirus. Tout en sachant que les pneumonies et les tuberculoses existent toujours à l'état actuel, les pyélonéphrite, les cystites et les abcès, les infections des tissus mous, y compris le pied diabétique et l'ostéomyélite, les fasciites nécrosantes et les candidoses mycocutanées. Exclusivement chez les diabétiques, on va voir trois pathologies. Les otites externes, les mycoses rhinocérébrales et les infections emphysémateuses telles que les pyélonéphrite et les cholécystites, qui vont provoquer une mortalité, une morbidité qui est assez considérable chez le diabétique. Provoquer des dérangements métaboliques et inversement des dérangements métaboliques peuvent faciliter l'infection. C'est-à-dire que ça va de pair. Si on a un diabète qui est très mal équilibré, on est très exposé à l'infection, surtout quand l'immunité est abaissée ou déprimée. Et voilà donc le déficit immunitaire du diabète. Par une immunité de médiation cellulaire et probablement déprimée, les systèmes antioxydants impliqués dans l'activité bactéricide peuvent être compromis et ces altérations sont exacerbées par l'hyperglycémie et l'acidémie. D'où un meilleur équilibre de la glycémie pour éviter tous ces problèmes qui peuvent lier un diabète. Les parodontites. Ce qu'il ne faut pas oublier que l'infection, ça commence déjà par les voies digestives hautes, à commencer par les dents. Le risque d'infection buccale chez les diabétiques est de 2 à 4 fois le risque chez les non-diabétiques. Et il entraîne la perte des dents et une diminution de la nutrition. 2. L'infection pulmonaire du Covid, donc elle a été décrite et elle est fréquemment retrouvée chez les diabétiques, donc des lésions pulmonaires très avancées. Et au scanner, on peut décrire des 80 voire 90 de lésions pulmonaires avec des hypoxies sévères qui répondent très mal à la ventilation non invasive, exigeant des fois une intubation-ventilation avec tous les risques, y compris une intubation-ventilation artificielle. Et donc, l'infection Covid, actuellement, c'est l'ennemi numéro 1 du diabétique. Alors, les infections pulmonaires autres, telles que l'infection au Staph aureus, les grammes négatifs, les diabétiques sont 3 fois plus susceptibles de coloniser les Staph aureus dans le nasopharynx. Ils sont également parfois colonisés par des bactéries grammes négatives. Les diabétiques atteints de pneumonie à pneumocoque sont susceptibles d'être bactériémiques ou d'en mourir. Donc il est recommandé aux diabétiques de recevoir le vaccin antipneumococcique et surtout le vaccin annuel contre la grippe. Les infections urinaires. Une bactérie asymptomatique définie comme 105 millilitres par millilitre d'urine. Il est 3 fois plus fréquent chez les femmes diabétiques, telles que la cystite, la dysurie, accompagnée avec des douleurs sus-pubiennes. Les pyélonéphrite, 4 fois à 5 fois plus fréquents chez les diabétiques, et souvent c'est des pyélonéphrite bilatérales, présentent la fièvre, des frissons et des douleurs au niveau du flanc. Si les symptômes ne disparaissent pas au bout du 7e jour, recherchez les complications, tout en sachant qu'il y a augmentation des risques de complications telles que l'abcès rénal. Les infections digestives, elles sont là. Le diabète peut provoquer souvent une neuropathie autonome, qui sont à l'origine des syndromes de dysmotilité, œsophagien gastrique. Le salmonelle est 3 fois plus élevé chez le diabétique. La listériose acquise par le type digestif provoque une bactériémie, voire une méningite, avec une mortalité plus élevée chez les diabétiques. Les infections de la peau, les tissus mous, plus d'infections par rapport aux non-diabétiques. Les glycémies élevées sont un facteur de risque important. Les autres facteurs de risque comprennent la peau sèche, les cellulites antérieures, l'œdème, les maladies cardiovasculaires et périphériques et la thème.
Enfin, des complications qui sont assez fréquentes et de pronostics sévères, telles que la gangrène du fournier et les infections du pied diabétique. Voilà, je vous remercie pour la troisième conférence. Concernant l'obésité et le diabète, l'obésité, ça va se définir par un excès de poids, mais calculé surtout par l'IMC. Et on va traiter les causes de l'obésité et les conséquences de l'obésité. L'obésité, c'est défini. L'obésité est définie comme une augmentation de la masse adipeuse avec répartition gynoïde ou androïde. L'obésité résulte d'un déséquilibre entre les entrées et les sorties énergétiques. L'obésité, donc la détermination de la masse grasse, se calcule par l'index de l'IMC, l'index de masse corporelle, qui est le poids sur la taille au carré. Elle est normale donc, quand il s'agit de 18 à 24%. Il y a un surpoids quand elle est de 25 à 29%, et à partir de 30%, on parle d'obésité. La mesure de tour de la taille aussi, il permet d'identifier un excès de graisse au niveau du ventre. Lorsque la tour de la taille est supérieure à 90 chez la femme, en dehors de la grossesse ou sans chez l'homme, on considère qu'il y a une obésité. On considère qu'il y a une obésité abdominale. L'obésité abdominale est associée à un facteur de risque important et accru du diabète, l'hypertension, l'hypertriglycédémie et des maladies vasculaires. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'obésité gynoïde? L'obésité gynoïde, ce qu'on voit ici, chez la femme, c'est ce qu'on appelle les culottes de cheval. Quand l'excès se situe principalement au niveau des cuisses, comme c'est habituellement chez la femme. Maintenant, pour l'obésité androïde, quand les dépôts de graisse sont principalement au niveau du ventre, équivalent de l'obésité abdominale. On est en train de vivre une période très difficile, à savoir le Covid. Dans le Covid, on conseille, et certains pays même ont imposé le confinement. Et nous faisons actuellement un confinement qui est une mesure, on la considère comme étant une mesure cruciale et incontournable pour combattre avec succès cette pandémie. Ceci, le confinement, va exposer les malades à un stress généré par une situation qui n'est pas normale. D'autant que nous n'avons jamais vécu cette situation. Ce confinement, il va nous exposer à deux grands problèmes. L'anxiété et le stress, ainsi que la dépression qui peuvent se voir durant cette période de confinement. L'anxiété et la dépression, ils peuvent être à l'origine de ce qu'on appelle les boulimies nerveuses, où les malades commencent à s'alimenter de façon importante et ils s'exposent à un risque de surpoids, voire même une obésité. Donc attention, chez les patients obèses, l'anxiété, la dépression peuvent aggraver l'état d'obésité, ainsi que la sédentarité, où l'activité physique étant restreinte, le risque de prendre le poids est présent. Il serait donc judicieux de réduire un peu les portions que vous mangez d'habitude. Il ne faut pas tomber dans la boulimie de stress. Les conséquences de l'obésité. Essentiellement, donc on va voir le sujet qui nous intéresse, c'est le diabète. Toutefois, il y a d'autres complications telles cardiovasculaires, pulmonaires, digestives, ostéo-articulaires, urologiques, néoplasiques, gynéco-obstétricales et hormonaux, veineux et lymphatiques. On a parlé des lésions dermatologiques et surtout psychosociaux, où le malade est considéré comme fragile sur le plan psychosocial au vu de cette maladie. Et le risque augmente surtout avec le diabète de type 2. Le patient présentant un surpoids ou une obésité a un risque de développer un diabète de type 2 bien supérieur à ceux ayant un indice de masse corporelle normal 6 à 12 fois, je dis bien 6 à 12 fois, plus si l'IMC est supérieur à 30 kg par mètre carré. Voilà.
Maintenant, si on parle des mesures hygiéno-diététiques, et surtout dans cette période de Covid. Les mesures hygiéno-diététiques constituent un pilier fondamental de la prise en charge du diabète. En effet, un mode de vie sain, avec une alimentation équilibrée, ne comportant pas un excédent de graisse et en glucides, ainsi qu'une activité physique adaptée et régulière, sont à même d'assurer une vie normale pour le sujet atteint du diabète. Alors, les groupes alimentaires, surtout, il faut pas, et surtout, pensez à vous hydrater. L'eau est la seule boisson indispensable. Le thé, le café et les tisanes peuvent être consommés, mais sans sucre. En plus, le café doit être consommé avec modération. Les limonades et les boissons alcoolisées sont à éviter. Les céréales et les féculents. Les céréales et les féculents constituent la principale source de glucides complexes. Il faut éviter de les consommer à chaque repas. Privilégier les céréales complètes, notamment l'orge, les féculents, pour leur richesse en fibres alimentaires. Privilégier les pains frais aux pains grillés. Respecter les quantités recommandées. Les légumes. Ça va être une source de vitamines et de sels minéraux et de fibres alimentaires. À consommer 2 fois par jour, les légumes verts crus peuvent être consommés à volonté. Les fruits, les sources de vitamines, de sels minéraux, de fibres alimentaires et d'antioxydants, prendre un fruit 2 fois par jour en fin de repas. À savoir que les fruits frais ayant un apport glycémique supérieur à 15%, tels que les figues, les bananes, les raisins, la mangue, les fruits secs ne peuvent être pris qu'en quantité limitée si le diabète est équilibré. Il ne faut pas remplacer surtout le fruit par le jus de fruits. Les laitages, qui sont une source essentielle de calcium et de phosphore. Nous vous conseillons de prendre un laitage 2 à 3 fois par jour pour satisfaire le besoin en calcium. Privilégiez le lait demi-écrémé au lait entier et le fromage frais au fromage à pâte dure, plus riche en matière grasse. Bouillir et enlever la couche supérieure du lait afin de diminuer la quantité de lipides. Le lait peut également être remplacé de temps en temps par le lait caillé, ce qu'on appelle le lben, qui est moins riche en lipides. Les viandes, source essentielle des protéines et de fer, toutes les viandes sont dépourvues de sucre. À consommer une fois par jour, à raison de, par exemple, les viandes rouges, c'est 2 fois par semaine, les poissons, c'est 3 fois par semaine, la viande blanche, c'est-à-dire 2 fois par semaine. Les matières grasses, sources d'énergie et vitamines liposolubles telles que les vitamines A, de la vitamine D, E et la vitamine K qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'organisme. Il faut privilégier les matières grasses végétales, les huiles en général, et surtout l'huile d'olive et l'huile d'argan pour leur effet préventif contre les maladies cardiovasculaires. Donc, zitoun, c'est quelque chose de très intéressant chez les patients diabétiques. Et donc, ici, il faut prendre, par exemple, il ne faut pas dépasser, j'arrive pas à voir, sans dépasser 2 à 3 cuillères de soupe d'huile par jour et surtout l'huile d'olive. Toutes les huiles ont la même valeur énergétique et surtout, il faut éviter surtout les fritures. Les produits sucrés, source de glucides simples et d'énergie. Ils ont un effet hyperglycémiant et hyperlipidemiant et constituent un facteur de déséquilibre alimentaire et de prise de poids. Peuvent être consommés occasionnellement en fin de repas si le diabète est bien équilibré. Le miel, quelle que soit sa plante d'origine, reste un produit sucré à consommer avec une grande prudence et prendre d'habitude un goût du non sucré pour ne pas être gêné dans sa vie. Là, on a quelques classements de quelques aliments selon le pouvoir d'augmenter la glycémie, ce qu'on appelle les index glycémiques. Et on voit par exemple l'index glycémique est très élevé, par exemple, dans la purée de pommes, les pommes de terre frites, pommes de terre chips, les céréales raffinées. Les index
Glycémique moyen, c'est les patates douces, le couscous complet, le riz complet, le pain complet, les ananas, le kiwi. Et on a les index glycémiques bas, tels que les figues, les légumes secs, les carottes crues, les chocolats noirs, les fraises, tous les légumes et les olives. Les horaires. Il faut surtout respecter les horaires des repas est très important pour garantir un bon équilibre. Veillez à ne pas espacer ou rapprocher les repas et les collations. Et surtout ne pas sauter un repas. Enfin, en règle générale, un diabétique, on lui conseille de prendre 5 fruits et 5 légumes par jour pour un meilleur équilibre diabétique et une meilleure qualité de vie. Merci de votre attention.